On va parler de design, on va parler de produits sexy sur un marché pas sexy, et on va accueillir Léa Mendes, responsable design de chez Everroad sur scène. Ça va Léa? Ok. Vous pouvez l'applaudir, elle est un peu stressée. Donc moi je vais vous parler de sexiness et de unsexiness. Comment faire un produit sexy dans un marché qui ne l'est pas. Et je vais calmer les ardeurs de tout le monde tout de suite. Il n'y a pas de formule magique. En tout cas, moi, je ne la connais pas. Donc je ne vais pas vous donner de solution miracle pour faire de votre produit un truc de malade. Par contre, j'ai déjà, je pense, pas mal de choses à raconter. Donc je suis dans une petite start-up, je vais vous en parler dans 2 secondes. Et on a déjà des partis pris qui sont, je pense, assez forts. On se projette déjà dans comment scaler. On se pose pas mal de questions que j'ai entendues aujourd'hui. On a déjà fait plein d'erreurs. Donc je vais essayer de vous en raconter une ou deux, de faire tenir tout ça dans le timing. On a appris des choses, donc je vais vous partager ça aussi. Voilà, et donc on va aussi parler de sciences humaines, de cognition, parce que je suis designer, de comportement. On va parler d'être humain, pas uniquement de machine. Et voilà, donc c'est parti. Donc, pour la petite intro, moi je travaille chez Everroad. Donc en général, les gens ne savent pas ce que c'est comme boîte, ni ce qu'on fait. La semaine dernière, je suis partie chez Flupa. Il y avait les UX Day, c'est un gros event du UX, c'est un peu l'équivalent d'ici. Je crois qu'il y a même un petit peu plus de monde maintenant. Et donc, il n'y a que des designers hyper cool, comme ça, qui te disent qu'ils bossent dans des boîtes super sexy, des produits hyper tendance. Et donc, à chaque fois, on me disait, toi, tu fais quoi? Moi, je suis Head of Design. Ah ouais, cool, où ça? Dans une start-up. Ah, trop bien, et vous faites quoi? Du transport routier de marchandises. Et là, il y a un petit blanc, et tu vois que les gens, ils cherchent s'ils peuvent pas aller chercher un café ou un truc comme ça. Voilà. Mais vraiment, il y a des gens qui m'ont planté. Voilà, donc moi je suis Léa Mendes da Silva, donc je suis CDO, Head of Design, designer, enfin ça c'est juste une étiquette, mais je vous parlerai un petit peu plus tard du scope de ce que je fais exactement. Donc Everroad, qu'est-ce que c'est? Ça fait 2 ans qu'on existe, on est une jeune start-up. Il y a 10 mois quand je les ai rejoints, on était une vingtaine dans un tout petit appartement rue Saint-Denis. Maintenant on a des locaux un petit peu plus grands, on est 54, 55 à peu près. Et on a l'ambition de devenir une centaine d'ici quelques mois. Donc on est vraiment en plein dans l'ascension start-up. On a fait une série A, on a levé 16 millions d'euros il y a quelques mois, enfin un petit moment maintenant, en septembre dernier. Et donc nous, notre rôle, c'est de mettre en relation les expéditeurs, c'est-à-dire sont des entreprises qui ont besoin d'envoyer de la marchandise sur palette n'importe où en Europe, avec des transporteurs, donc des entreprises qui possèdent des flottes de camions. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Non, fail. Spoil, j'arrive pas à revenir en arrière. Je vais y arriver. Voilà. Donc sur scène avec moi, Maxime Legardet devait être là aujourd'hui, notre fondateur. Je voulais absolument qu'il vienne, donc j'étais hyper contente qu'il vienne, et finalement il n'est pas venu. Et je vais essayer d'être à peu près aussi inspirante que lui, mais l'histoire, je pense que je peux la raconter. Pourquoi je voulais qu'il soit là? Parce que Maxime, il a un profil plutôt B2C à la base. C'est quelqu'un qui a dirigé plusieurs entreprises avec des noms clés un peu cool, comme des boîtes qui sont dans la beauté ou dans la food tech. Il a bossé pour Rocket Internet, il a travaillé en Russie, au Brésil, dans différents pays d'Asie, etc. Mais il avait toujours le même target en tête, il savait qu'un jour il serait entrepreneur. Donc pendant des années, il a dirigé des boîtes pour d'autres founders, en essayant d'apprendre un maximum, de s'entourer de mentors pour pouvoir après être suffisamment armé pour monter son business. Alors, je ne vais pas vous parler que de business justement, mais il y a un contexte autour de ça. Il n'avait pas vraiment le profil d'un mec qui fait du produit, mais plutôt d'un fondateur qui est là pour clairement faire de la thune et de l'acquisition à mort. Et juste regarder les chiffres, quoi. Et pourtant, quand il a lancé Everroad, je trouve qu'il a eu vraiment une démarche de PM, et moi c'est un des critères qui m'ont convaincu de rejoindre cette boîte justement, parce qu'un de ses mentors lui a dit, tu sais Maxime, si tu rentres en France, tu verras, le monde du transport routier, c'est un monde qui est complètement en train de se transformer aujourd'hui. Il se passe des choses, les lignes sont en train de bouger. Si tu regardes ce qui a pu se passer avec Airbnb et l'impact que ça a eu sur la façon dont les gens voyagent, ou que tu regardes ce qui a pu se passer avec Uber par exemple, et la façon dont ils ont
transformer la mobilité en général dans les grandes villes, et bien là, le transport routier, ils sont en plein dans ce type de virage, et il y a des choses à faire, et il faut les faire maintenant, il ne faut pas les faire dans 6 mois. Ça, c'était en 2016. Du coup, Maxime rentre en France, prend son scooter, première démarche, il part rencontrer un maximum de boîtes de transport et de boîtes d'expédition, de différents départements logistiques, et il essaie d'identifier 2 choses. Est-ce qu'il y a des pain points à lever et est-ce qu'il y a des problèmes à résoudre? Donc je pense que ça parle aux gens dans la salle. Et il se rend compte de plein de problématiques parce que dans cet univers-là, les gens travaillent encore de façon très old school, notamment en France. C'est un marché qui est très fragmenté avec plein de petites entreprises, en particulier pour les transporteurs, donc qui ont des problématiques ils ne peuvent pas se permettre d'avancer de la trésorerie, et quand ils ont des gros clients qui les paient en retard, et ça peut faire couler des boîtes alors qu'il y a une forte demande. Le marché du transport routier, ça représente aujourd'hui 300 milliards d'euros en Europe. Et d'ici 2050, on parle de 1 trillion, ça fait 1000 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Il y a tellement de chiffres que j'arrive même pas à me représenter mentalement ce que ça peut faire. Donc il y a des opportunités business parce que la façon de transporter la marchandise, elle est en train de se transformer. Donc il y a des choses à créer, mais il y a aussi plein de petites entreprises qui bossent encore comme il y a 30 ans, vraiment. Et donc ces gens-là, ils ont des problématiques de process aujourd'hui. Et d'un autre côté, il y a plein d'expéditeurs, que ce soit des petits groupes comme des beaucoup plus grands, qui eux ont de plus en plus de volume à expédier sur de plus en plus de routes et de flux. Alors voilà, le contexte est posé concernant Everroad, fort de tout ça. Je stresse à chaque fois que je passe une slide. Je reviens au titre rapidement, sexy, unsexy. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi je vous parle du transport routier? En réalité, je pourrais vous parler de n'importe quel autre business, mais je trouve que c'est un très bon exemple pour parler de cette thématique-là. Quand moi je parle de transport routier de marchandises et qu'on est dans le cadre de la French Tech, évidemment, je parle de disruption. Pourquoi de disruption? Déjà parce que c'est un mot à la mode et que c'est cool, mais aussi parce que dans 5 ans, le monde du transport routier, qu'il y ait Everroad ou pas, de toute façon, dans 5 à 10 ans, il se sera totalement métamorphosé. D'un côté, il y a les camions autonomes. La première photo que vous voyez, c'est ça, c'est le camion autonome de Tesla. Il y a plein de petites entreprises sympas comme Google, Uber, Amazon qui s'intéressent au monde du transport routier et qui ont déjà leurs camions autonomes. Là, on n'en est plus au stade où on se demande comment on va les construire, on en est déjà au stade où on les fait rouler sur des routes et on teste comment on peut au mieux optimiser les trajets et limiter les risques. Donc c'est déjà du présent à l'échelle de l'évolution technologique. Et puis, il y a déjà des boîtiers aujourd'hui dans les camions, déjà de la technologie embarquée. Alors ces boîtiers, ça permet de faire des choses qu'on imagine bien, comme du tracking GPS, mais ça va beaucoup plus loin. Par exemple, il y a des camions qui ont des espèces c'est vraiment comme les boîtes noires d'avion, quoi, des petits boîtiers qui vont être capables de calculer l'efficience des trajets, la rentabilité du kilométrage par rapport au carburant, quand est-ce que la flotte de camions par véhicule, il faut faire les contrôles techniques. On peut commencer à imaginer plein de choses, ça permet de récolter de la data très pertinente et très pointue, et on peut commencer à imaginer des produits juste de malade, sachant qu'aujourd'hui, cette technologie embarquée, elle est pluguée à ce qu'on appelle des TMS, c'est l'équivalent d'un ERP dans le monde du transport. Donc ce sont des gros logiciels qui permettent de piloter les flottes de camions. Donc on peut commencer là déjà à imaginer des features assez cool et plein de choses pas mal à créer, sauf que dans le monde du transport routier, il y a des gens qui bossent encore avec des fax, qui impriment tout. C'est-à-dire que nous, nos utilisateurs, ils impriment nos mails quand on les envoie. Et typiquement, je vous donne l'exemple de la facturation. On a un personnage qui s'appelle Francine. Moi, des Francine, j'en ai vu une sur le terrain, j'ai passé 2 heures avec elle, je vous jure qu'elle m'a montré comment elle imprimait notre mail. Elle récupérait un ordre de transport et un bon de livraison, elle les agrafait, elle les mettait dans la pochette verte pour qu'elle aille dans la pochette rouge, pour que ça aille dans le classeur blanc qui allait dans le casier Everroad. Après, elle prenait un post-it, elle écrivait Everroad sur son bureau et elle savait que dans 2 jours, elle allait passer 3 heures à tout réouvrir pour pouvoir tout mettre dans des enveloppes, pour pouvoir tout nous envoyer par courrier, pour pouvoir écrire un mail à notre département finance et dire « ça y est, je vous ai envoyé les factures ». Et là, alors, la blague, c'est qu'elle a un logiciel de facturation, donc ses factures, elle les a en mode digital. Hein. Mais comme elle ne sait pas trop bien scanner, ni utiliser ça, elle demande à son collègue d'imprimer pour elle et de faire les scans des bons de transport, et après on recommence, quoi. Donc il y a plein de choses à optimiser.
Et Francine, en face d'elle, elle a les camions autonomes et elle a la technologie embarquée. J'arrive à mon deuxième point, et c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est que la clé de la disruption, pour moi, ce sont vraiment les sciences humaines. L'exemple de la photo, c'est l'histoire de la musique, ou plutôt de l'écoute de la musique. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'ai 33 ans, quand on devait faire le ménage le dimanche matin, parce que voilà, c'était surtout le dimanche, pas trop les autres jours, on avait une chaîne hi-fi dans le salon, qui était plus haute que moi, avec le vinyle au-dessus, plein de boutons que je comprenais pas, des énormes enceintes. Mon père mettait du AC/DC à fond, et c'était le moment où on clinait la maison ensemble. Et puis après, j'étais ado et j'ai fait tourner en boucle l'album des Fugees dans ma chambre avec un radiocassette. Je me rappelle aussi d'écouter à la radio, d'attendre qu'il y ait la musique, que la pub soit passée pour appuyer sur le bouton du radiocassette pour enregistrer. Et puis après, la bande, elle s'en mêlait, alors tu prenais un crayon, tu déroulais, et là, tu étais parti pour 15 minutes de pub avant que dans 3 heures, peut-être, il y ait ta chanson. Mais Dieu merci, après, il y a eu le Walkman, avec les petits casques, là, avec la petite mousse qui tombait. Après, il y a eu le Discman, celui qui sautait tout le temps quand tu marchais en écoutant ton CD. Après, il y a eu les mini-disques, ça sert à rien, tu mets tout ton argent de poche, et puis en fait, dans 6 mois, c'est mort comme techno. Et puis après, tout le monde a eu un iPod, et moi, j'avais pas les moyens de m'en prendre un, j'étais trop jalouse, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un Noël où j'ai eu un lecteur MP3, et puis un jour, j'ai eu un téléphone intelligent, et je pouvais écouter ma musique, merci Spotify, en hors connexion dans le métro, et là, c'était fou. Donc la musique est devenue mobile. Pourquoi je vous dis ça? Et le lien avec Francine et les camions autonomes, c'est que vous avez 2 typologies d'entreprises qui travaillaient dans le monde de la musique. Vous avez ceux qui fabriquaient les chaînes hi-fi, comme celle qu'avait mon père, et qui ont su comprendre que les comportements humains allaient se transformer, et qui ont su remettre en cause leurs produits, et qui sont restés des boîtes qui travaillent sur l'écoute de la musique. Ils ont juste compris qu'il fallait changer de support. Et il y a ceux qui ont continué d'être des puristes, de faire des chaînes hi-fi, et pour la plupart de ces boîtes-là, elles sont juste mortes. En fait, les comportements humains, ils changent. Non seulement la technologie change, mais les comportements humains évoluent aussi. Il y a des tas d'exemples, la mobilité de la musique, c'en est un. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on utilise Facebook, on est un vieux. Les jeunes, la génération Z, ils sont sur Zenly. Et puis peut-être que dans 5 ans, Zenly, ce sera un truc de loser, et puis tout le monde utilisera autre chose. Donc il y a vraiment des effets qui changent en fonction de la façon dont les humains se comportent. Et refuser de voir ça et de le prendre en compte, c'est prendre le risque d'avoir une entreprise qui s'inscrit dans le temps, à un moment présent, et qui ne soit pas capable de scaler, de se transformer, ou alors qui se retrouve à devoir faire un pivot en urgence et se retrouver à ouvrir les yeux 3 ans plus tard et elle est déjà dépassée par ses concurrents. Et j'arrive de là à mon 3e point. Quand on parle de produits sexy et de sciences humaines, de disruption, pour moi, en réalité, je trouve que le mot produit, il est un peu erroné. Parce que quand on me parle d'un produit, moi j'ai tendance à imaginer des interfaces ou une application, ce genre de choses. Et je trouve que c'est plus juste de parler de service, voire même d'expérience. La photo que je vous ai mise là, je l'ai piquée au calme sur le site de Airbnb. C'est une des photos du package qui permet de vendre des expériences, justement. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Quand vous regardez les interfaces produits de Uber ou Airbnb, j'en parle beaucoup parce qu'ils m'inspirent beaucoup. J'ai pas de problème avec ça. C'est l'exemple de tout le monde, mais au calme, ça me va. Quand vous regardez leurs interfaces, c'est juste un design system. En vrai, il y a des inputs cliquables et il y a des boutons et ça s'arrête là, ça reste quand même assez basique. Qu'est-ce qui fait que ces produits-là, ils sont tellement ouf? Quand vous prenez le cas de Uber, ils vont prendre un parcours utilisateur, celui de réserver un taxi, avec toutes les problématiques qui sont embarquées dedans. Vous montez dans le taxi, il n'est pas sympa, la voiture démarre, vous ne savez pas si vous êtes en train de vous faire niquer ou si vraiment il va vous amener d'un point A ou un point B sans faire de détour. Et puis là, vous voulez payer par carte, il vous dit qu'il n'a pas la machine, donc il vous arrête à un distributeur qui est à 5 minutes de chez vous, le truc compteur il tourne, etc. C'est frustrant, bref. Il y a plein de pain points et la démarche d'Uber, c'est de les lever tous un par un, ou de tous les services du type de Uber. Et là, tout d'un coup, on a un produit qui est ouf et qui est révolutionnaire au moment où il sort parce que wow, on a transformé un parcours, mais en fait, ce qu'on a transformé, c'est l'expérience. Et aujourd'hui, c'est une application mobile, mais peut-être que dans 5 ans, quand on commencera à faire des produits, puisqu'on commence déjà, plutôt on commencera à avoir des produits sans interface, peut-être que ce sera plus un téléphone, que ce sera autre chose. En fait, l'interface, on s'en fout un peu. C'est ce que le produit délivre comme expérience qui compte vraiment. Quand on prend l'exemple de Airbnb,
hyper sexy aujourd'hui. Pourtant, Airbnb, pourquoi ça s'appelle Airbnb? Parce qu'à l'origine, c'était un projet étudiant où le délire, c'était quand on part en festival et qu'il n'y a plus de place dans les hôtels, on peut proposer au mec qui a un matelas gonflable dans son garage de nous faire un logement d'appoint. Donc, en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy au monde. Moi, j'imagine très bien les premières interfaces qui devaient ressembler à ce qu'était Le Bon Coin au tout début. Voilà, avec des mecs qui font leurs photos eux-mêmes, pas trop sexy. À quel moment ça devient un produit de malade? Alors, Airbnb, ils sont très forts en storytelling. Ils ont écrit un article qui est assez inspirant où ils parlent du 11-star experience, où donc ils se disent, nous, on va créer des expériences de voyage, pas à 1, 2, 3 étoiles, mais à 11 étoiles. La 11e étoile, on est sur Mars, donc ils se sont un peu enflammés. Mais voilà, c'est quand même vachement inspirant parce que du coup, ils se sont dit, quand les mecs voyagent pour aller trouver un logement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce que vraiment ils viennent juste chercher un lit d'appoint? Est-ce qu'on vient dans la maison de quelqu'un plutôt que dans un hôtel parce qu'on cherche à vivre la vie de l'habitant quand on est chez lui? Puis celui qui reçoit chez lui, est-ce qu'il n'y a qu'un motif d'argent? Est-ce que derrière, il n'y a pas une histoire de partage? Est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas prêts à partager des choses? Et ils ont pris des utilisateurs types et ils les ont suivis et ils ont voyagé avec eux, ils ont voyagé à leur place, ils ont été les utilisateurs de leurs propres produits, mais surtout, ils ont utilisé toute une communauté d'utilisateurs pour les faire voyager et récupérer un maximum de feedback. Bref, ils se sont vraiment intéressés au comportement humain lorsqu'on voyage, et ça donne quoi? Ça donne, tout d'un coup, on nous vend des expériences. Donc, l'histoire, c'est que ça impacte le business et ça permet à Airbnb de plus être juste une marketplace pour trouver un logement d'appoint, mais ça devient non seulement un produit, un service qui a impacté le monde, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on ne voyage plus de la même façon. Il y a des gens qui ne se posent même plus la question de réserver un hôtel, qui vont quelque part, ils prennent de base un Airbnb, mais en plus de ça, on commence à parler de vendre des expériences et du coup, on se retrouve à aller sur Airbnb, même pas pour trouver un logement. Alors, ouais, donc tout ça, c'est très bien. Si je reviens à Everroad, à notre entreprise, concrètement, qu'est-ce que j'essaie de raconter? Nous, le type d'expérience qu'on imagine, c'est plutôt une expérience à la Uber. C'est-à-dire que nous, on se projette on voudrait prendre tous les pain points qui sont liés au transport de marchandises et surtout à la relation entre expéditeurs et transporteurs. Et on veut leur permettre de plus se retrouver à envoyer des fax, plus se retrouver à galérer pour faire du suivi, pouvoir automatiser un maximum de choses, travailler de la façon la plus efficiente. Limite, en fait, ils n'ont rien à faire, ils passeraient par le service d'Everroad, qui serait un produit avec ou sans interface. On s'en fout un peu à terme de ce que ça va donner, mais en tout cas l'idée c'est que plus on avance dans le temps avec nos utilisateurs, plus on les connaît et plus on va être capable de grandir avec eux et de leur délivrer un service qui répond vraiment à leurs problèmes, à leurs besoins. Alors pour faire ça c'est cool, mais moi je pense profondément, et on est plutôt complètement alignés dans l'équipe avec ça, notamment avec notre fondateur, qu'il faut commencer par les bonnes bases. Si on veut pouvoir être capable de faire ça, il faut regarder comment ces boîtes qui nous inspirent sont structurées pour pouvoir se permettre de faire la même chose. J'ai un exemple très concret. Juste avant de travailler chez Everroad, je travaillais chez PrestaShop. Donc vous voyez Shopify en beaucoup plus petit, en open source, et en beaucoup plus petit, et c'est PrestaShop. Mais, attention, en termes d'expérience utilisateur, c'était juste surréaliste de bosser là-dedans. Donc vraiment, moi c'est une entreprise que j'aime énormément. Mais chez PrestaShop, quand j'y suis arrivée, la boîte avait 10 ans. Donc quand une boîte a 10 ans, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont... il y a beaucoup de choix de départ qui ont été faits et qui impactent l'entreprise ensuite. Ce qu'on est au début, ça va impacter toute l'ADN de votre entreprise plus tard. Et donc, moi, à l'époque, je travaillais sur le cœur du logiciel. J'étais en train de faire des tests utilisateurs avec l'équipe, et on travaillait sur le sujet de la monétisation. Comment les utilisateurs, quand ils sont en train de travailler sur leur back-office PrestaShop, on leur pousse un lien qui va les envoyer sur la marketplace de PrestaShop, qu'on appelait la marketplace add-ons, pour pouvoir acheter des plugins, des modules, un peu comme un WordPress, et ça nous permettait de nous rentabiliser. Jusque-là, hyper classique comme processus. Et en fait, les utilisateurs, ils étaient sur le back-office, ils allaient sur le lien, ils arrivaient sur notre marketplace, et ils me regardaient et ils me disaient « Non, moi je préférais acheter chez PrestaShop mon module. » Et je disais « C'est nous. » « Non, je préférais vraiment acheter chez PrestaShop, pas chez vos partenaires. » En fait, ce qui s'est passé, c'est que historiquement, PrestaShop était hyper siloté.
un département avec le marketing, un département avec l'équipe cœur du logiciel et une communauté qui travaille avec pour améliorer le produit, et un département sur la marketplace. Et puis des designers qui n'ont jamais appris à travailler ensemble, qui finalement ont chacun travaillé dans leur département. Qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans? On a 3 univers totalement différents pour une même expérience utilisateur. Et là où ça devient vraiment grave, c'est que on avait tellement morcelé l'expérience que nos users ne comprenaient pas que notre marketplace, c'était nous. Parce que ce qu'on avait perdu de vue, c'était que eux, dans leur cas d'usage, le back-office, ils le laissaient allumer sur leur ordi du matin au soir et ils travaillaient avec tous les jours. C'était leur outil de travail, donc pour eux, PrestaShop, c'était le back-office. C'est con parce qu'on avait payé plein d'agences pour faire un super beau site internet pour le marketing et qu'on avait des super ressources qui faisaient des belles illustrations pour la marketplace, sauf qu'en fait, au quotidien, le produit qui avait été le plus délaissé en termes d'UX et d'UI, c'était le back-office sur lequel la majorité des utilisateurs étaient H24. Et en plus de ça, on avait tout morcelé. Et après, pour le rattraper, ça veut dire que les équipes, il faut venir a posteriori pour qu'elles apprennent à travailler ensemble. Il faut des personnes qui soient capables de faire le lien. Il faut aller convaincre le top management que tout d'un coup, ces équipes qui sont silotées, elles doivent apprendre à s'aligner. Et puis pour les aligner, ça prend du temps, ça coûte très cher, bref. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, chez Everode, ça peut paraître overkill, le schéma que je vais vous présenter dans une seconde. Mais en vrai, on le fait parce que on sait déjà un peu dans quelle direction on veut aller. Alors peut-être que dans un an, je reviendrai vous dire qu'on s'est complètement foiré, hein. Mais en tout cas, on essaie de ne pas le faire. Alors comment on est structuré? On a un fondateur, un CDO, ça c'est moi, un CPO, Benjamin Chinaud, et un CTO, Johan Gotthilf. Tous les trois, on est alignés, on est au même niveau hiérarchique et on a chacun des grandes verticales dont on est responsable. Partout, vous avez des petits cœurs, ce sont les membres de l'équipe qu'on est en train de recruter. Le target qu'on a, c'est qu'au mois de septembre, on a cette team-là, parce que si vous regardez les grandes verticales, vous avez la responsabilité de chacun. Si vous regardez à l'horizontale, vous voyez qu'il y a des squads qui commencent à se dessiner. Moi, mon rôle, il inclut le branding, l'identité de marque et le design produit, UX, UI. Pourquoi? Pourquoi on a choisi de ne pas scinder tout ça? Parce que nous, on considère que l'expérience client, l'expérience utilisateur, elle commence à partir du premier touchpoint que l'utilisateur va avoir avec nous. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur notre .com et qu'ils commencent à découvrir le service, tout le funnel qui va se passer entre le moment où ils nous découvrent, où ils vont être en relation avec nos différents départements commerciaux, ou alors voir où ils vont s'inscrire tout seuls, ils vont passer par les formulaires d'inscription, ils vont arriver sur le produit, tout ça, il faut que ce soit le plus fluide et le plus cohérent possible. À partir du moment où on morcelle les choses, ça veut dire qu'on va demander aux designers, aux brand designers ou designers marketing, peu importe le terme qu'on leur donne, on va leur demander de travailler dans leur coin, de demander aux product designers de bosser avec des PM que sur le produit, et on a déjà commencé à siloter les expériences qu'on va créer. Donc c'est ce que nous, on veut éviter de faire, justement. Du coup, mon rôle à moi, c'est de m'assurer que le pont il soit vraiment créé et qu'on ait une vision de ce qu'on veut délivrer comme type d'expérience utilisateur et je dois la préserver. Et du coup, plus on va scaler, plus mon rôle, ça va être d'amener les équipes à la préserver, à porter la même vision et à s'aligner entre elles. Notre CPO, lui, il va directement faire le pont avec tout ce qui est business, stratégie, board, etc. Et il a la responsabilité de pouvoir embarquer tout le monde, c'est-à-dire donner la visibilité suffisante au CDO et au CTO pour qu'on puisse chacun faire notre travail correctement, embarquer l'équipe, et en même temps, quand on priorise une roadmap et quand on décide comment on va organiser les futurs quarters, etc., même si c'est notre CPO qui matérialise tout ça, il le fait en consultant l'équipe. En gros, on est vraiment une espèce de fratrie, chacun a ses responsabilités, mais on travaille main dans la main. Et c'est une vraie volonté chez nous qu'il n'y ait pas de level hiérarchique. Et la force que ça donne tout ça, c'est que quand vous arrivez face à un CEO et que vous vous êtes tous alignés et que vous savez que si on s'engage sur telle feature, c'est parce que le CPO a identifié que c'était pertinent d'un point de vue business, les designers ont dit qu'ils étaient capables de travailler dessus et l'équipe tech vous a dit que oui, elle allait pouvoir l'embarquer dans les prochains sprints, et bien tout d'un coup, vous vous engagez sur des livrables qui sont beaucoup plus tenables et pertinents que si l'un des trois commence à promettre des choses tout seul, ou pire, si au moment où vous êtes en roadmap meeting, vous vous tirez dans les pattes devant votre founder. Et puis après, pour la partie tech, c'est assez classique, hein. Ils sont le socle et le squelette et la colonne vertébrale de l'équipe.
Donc il y a aussi une volonté d'un point de vue horizontal de travailler ensemble en se donnant de la visibilité les uns aux autres, faire plus de conception ensemble, être tous intégrés, avoir tous la même visibilité de à la fois ce que vivent les utilisateurs, à la fois quelles sont les conséquences de nos choix, comment est-ce qu'on fait le produit. Voilà. L'idée c'est de réussir tout en gardant un cap global à préserver un maximum d'agilité. Alors sur le papier tout ça, ça a l'air très cool. Les squads, c'est super à la mode, tout le monde en fait, sauf que, quand c'est mal fait, ça peut être vraiment désastreux. Nous, on a identifié plusieurs choses chez Everode, plusieurs points, où on se dit, si jamais on les découpe mal en organisant nos squads, potentiellement, on se tire une balle dans le pied. Par exemple, les environnements produits. On est une marketplace, donc on a un côté pour les expéditeurs, un côté pour les transporteurs, et on a aussi en interne ce que nous on appelle un BO, en back-office. En réalité, c'est un gros logiciel qui nourrit tous nos différents départements. Et ça, pour nous, pour l'équipe produit, c'est un produit comme les autres. Nos utilisateurs, ce sont les équipes opérationnelles qu'on a avec nous, quoi. Donc ça, il faut qu'on soit capable de le préserver, pas de le morceler. On a la qualité de l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur de nos transporteurs, de nos expéditeurs, de nos ops, il faut qu'on la préserve, avec les parcours qui y sont associés, avec les besoins business qui y sont associés, avec la vision business globale, où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, et tout ça sans perdre de vue qu'il y a des contraintes techniques. Donc, fort de cette réflexion, la phrase qui est ici, c'est une phrase que j'ai complètement piquée à mon ancienne boîte, « Work like a captain, play like a pirate », mais finalement, je suis très très amoureuse de cette phrase et je trouve qu'elle décrit assez bien, pour moi, la façon idéale de faire du produit. Work like a captain, on essaie de garder un cap, une vision, une cohérence, travailler comme des pros, aller de l'avant et embarquer tout le monde et tracer. Pour ça, nos squads, on va essayer de les structurer de la façon suivante. Expéditeurs, on veut permettre à nos expéditeurs le plus facilement possible d'expédier de la marchandise. C'est aussi simple que ça. Donc il ne faut pas qu'ils aient de points de friction au moment où ils doivent trouver le bon transporteur, lui confier leur marchandise, etc. Les transporteurs, on a un apporteur d'affaires pour eux. Donc il faut qu'on leur permette de la façon la plus efficiente possible, parce qu'eux, ils ont un vrai problème de rendement. Un quart des camions roulent à vide en France, donc c'est un désastre écologique mais économique pour eux aussi. Le problème de remplissage des camions, c'est une vraie problématique pour les transporteurs. Souvent, tu vas assurer une livraison, t'envoies ton camion, ça leur coûte de l'argent, et au retour, ils n'ont pas réussi à trouver quel expéditeur autre pourrait re-remplir le camion. Donc ça, c'est des problématiques que nous, il faut qu'on résolve pour eux. Et après, on a toutes nos équipes opérationnelles en interne, comment nous, on les amène à mieux travailler. Donc, on a ces caps-là à garder. Play like a pirate, à partir du moment où vous êtes structuré en squad, les gens, ils sont en petite team. Nous, on veut faire un PM, un designer et 5 devs. Alors, je rêverais qu'on ait des data scientists après, mais on mène nos combats petit à petit. Je regarde notre CPO, on va y arriver, on va prendre Maxime au corps. Il faut juste qu'on prenne budget par budget. Mais l'idée, c'est d'avoir des petites équipes qui soient le plus lean possible et qui puissent travailler de façon assez libre ensemble. Non, c'est là. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être une handicapée quand je fais ça, même si j'aime beaucoup les handicapés. Voilà. Donc là, j'en arrive au point où je voudrais vous faire un retour d'expérience, et c'est la slide où on donne des petits tips. Alors, on a fait des erreurs, on a fait vraiment des grosses erreurs, et des erreurs qui nous ont coûté beaucoup d'argent. L'application mobile, pour moi, c'est le meilleur exemple. Pour l'histoire, quand Everode s'est créé, au début, ils étaient 3-4 dans un petit appartement de bonne au dernier étage rue Saint-Denis, et ils se sont dit « Ok, il nous faut un MVP là tout de suite maintenant ». Ils ont sorti un MVP en 3 mois, à 3-4, de la marketplace qu'on a aujourd'hui, et d'une application mobile qui devait permettre aux chauffeurs routiers de valider les étapes d'un chargement petit à petit. Donc assez simple, assez classique. On l'a fait sans recherche utilisateur du tout. C'est-à-dire que tous les concurrents le faisaient, tout le monde avait une app mobile de tracking, c'était la façon la plus simple et la plus pratique de le faire, donc il fallait le faire. Une équipe à temps plein qui bosse dessus et en 3 mois qui sort une app mobile. Cool. Taux d'utilisation de l'application mobile, 0,2% de la base de nos utilisateurs. Fail absolu. La perte financière, elle est juste colossale à l'échelle d'une toute petite start-up qui n'avait pas encore fait de levée de fonds.
Comment on fait pour plus se retrouver à faire ce genre de choses? La recherche utilisateur, souvent, alors j'ai l'impression tout le temps de marteler ça, là je vais parler des tips, j'ai l'impression d'en parler à tous les talks et de le lire dans tous les bouquins, et quand j'en parle, tout le monde me dit ouais, la recherche utilisateur c'est hyper important, nous on fait des tests et on fait des interviews, etc. Ouais, les utilisateurs on les connaît, mais dans les faits, quand on gratte un peu, on les connaît, mais en même temps, mon CEO, il me demande de délivrer très très vite. On fait des tests utilisateurs, mais après la mise en prod, du coup, c'est un peu compliqué, parce qu'après, on passe à la feature d'après, et pendant 3 à 6 mois, ça reste, etc. La recherche utilisateur, c'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps. C'est-à-dire que, oui, vous délivrez 2-3 semaines, oui, il faut 2-3 semaines de plus avant d'avoir une date pour livrer la feature. Mais voilà ce qui se passe. Vous minimisez les risques. Vous minimisez les coûts, parce que ça coûte beaucoup moins cher et ça va 10 fois plus vite de tester une fonctionnalité à partir d'un prototype InVision, de capture d'écran cliquable, plutôt que de le faire une fois qu'on a embarqué toute une équipe de dev, vous faites le calcul en jour homme. En fait, mettre la feature en prod, ça coûte une blinde et ça prend du temps. Donc, mettre ça en production en partant juste sur la base d'une intuition, nous, tout le logiciel qu'on a, toute notre app, on l'a construite sur la base de bonnes intentions, des vraies bonnes intentions sincères, qui sont nées parce qu'on avait du feedback, que ce soit nos équipes de sales, nos équipes de customer success, on avait du feedback, donc on avait des idées pour améliorer le produit, mais rien n'a été vérifié au début. Résultat, il y a énormément de features, l'app mobile c'est juste un petit exemple qui est très parlant, mais moi j'en ai des centaines comme ça sur notre produit, de features qui ont été sorties et on s'est rendu compte après coup qu'elles n'étaient pas optimales. Donc ça coûte beaucoup moins cher de faire des tests utilisateurs ou de la recherche utilisateur avant la mise en prod. Et surtout, ça améliore considérablement la qualité de l'expérience utilisateur, je vais y arriver, parce que votre utilisateur, si vous lui mettez en prod une feature, 2 semaines après vous la changez, 1 mois après elle évolue, 3 mois après elle rechange, mais en fait vous lui demandez de réapprendre un nouveau comportement systématiquement parce que le précédent n'était pas optimal. Donc le risque, en fait, c'est que très rapidement, votre produit, il passe comme un produit qui n'est pas stable. Voilà, donc faites de la recherche. Ça vous prendra 2 semaines de plus, 3 semaines de plus pour sortir votre produit, mais en fait, vous gagnerez 3 mois d'itération après, quoi. Du coup, les tips que j'ai à donner, moi, en tant que designer, c'est d'identifier qui sont vraiment les users. C'est-à-dire, par exemple, nous, chez Everroad, on a majoritairement des hommes qui ont 45-50 ans aujourd'hui, c'est une population qui va changer. On sait ce que je disais tout à l'heure, Human Sciences, ils vont partir à la retraite à un moment donné. On a une nouvelle population, la génération Y, la génération Z qui vont arriver avec de nouveaux comportements. Mais aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de Michel, c'est un de nos personnages transporteurs. Michel, il a des écrans de très mauvaise qualité. Il a beaucoup plus de chances que la majorité des êtres humains d'être daltonien. 10% des hommes sont atteints de daltonisme, plus ou moins important. Et ou myope, astigmate. Donc à partir du moment où j'ai une interface qui est très peu contrastée, où j'utilise de la typographie assez fine en gris clair, comme c'est la tendance en ce moment, où je mets de la typo vert sur fond gris, j'ai de grandes chances pour que Michel il n'arrive jamais à lire ce que j'ai écrit. Ensuite, le contexte, hyper important. Donc vendredi dernier, j'étais à Flupa. Il y avait plein de conférences super intéressantes et il y avait Jean-François Lopin qui donnait des exemples d'IoT qui avait failé. Et donc il racontait que lui, au Canada, il utilisait une application qui permet de louer des voitures avec un système comme Drive Open, vous avez votre interface, vous cliquez dessus et ça vous ouvre la voiture. C'est cool, mais le contexte, c'est qu'au Canada, l'hiver, il fait moins 40 degrés. Donc à moins d'avoir une saucisse grillée dans la main, vous pouvez taper sur votre ordi, sur votre téléphone, vous n'allez rien ouvrir du tout. Contexte. Ensuite, carrot matters. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors la carotte, c'est évidemment pas au sens de niquer l'utilisateur, hein, qu'on soit bien conscient, ça ne m'intéresse pas de faire ça. C'est trouver quels sont les incentives. Parce que dans beaucoup d'entreprises, et notamment j'ai beaucoup vu ça chez Everroad, quand on part sur des idées de bonnes intentions, ça, c'est ce qui se passe souvent quand on travaille avec des ingénieurs et beaucoup quand on travaille avec des PM. Donc s'il y a des PM dans la salle, je les salue. Ce qui peut se passer, c'est que vous vous retrouvez avec un couteau suisse qui ne coupe pas. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, comme on essaie de résoudre un problème, d'avoir plein d'idées de solutions, du coup d'avoir des convictions et se dire « Putain, c'est bon, j'ai plein de solutions, elles sont trop bien. Non, j'en suis sûre, j'ai vu qu'il y avait des vrais problèmes, donc j'ai des solutions. » Et du coup, on fait plein de solutions,
Sauf qu'on avait perdu de vue un truc, c'est que pour l'utilisateur, utiliser le produit, ça sert à rien. Peut-être qu'en fait, avec son téléphone et ses mails, ça lui suffit pour faire le taf qu'il veut faire. Et donc, en fait, il n'ira jamais se connecter à la plateforme. Et vous avez peut-être fait plein de features qui sont super intéressantes. Bah, fail, parce que le user, dans son parcours, il n'aura jamais trouvé la super feature qui a été inventée. Moi, j'ai travaillé sur pas mal d'interfaces où il y avait des features cachées. Des features trop cool, hein, mais en fait, qui n'ont jamais été utilisées parce que les utilisateurs ne les voyaient juste pas. L'incentive, c'est ce qui vous permet d'identifier qu'est-ce que vous allez apporter à votre utilisateur. C'est quoi la plus-value pour lui? Qu'est-ce qui fait que le mec va vraiment aller utiliser votre produit? C'est bien de répondre à un besoin, c'est bien de répondre à un problème, mais pour que l'utilisateur puisse utiliser votre super solution, encore faut-il qu'il ait le moyen d'accéder à cette solution et de l'identifier. J'ai bientôt fini. Donc, pour moi, la solution à tout ça, elle est très simple, il faut tester. Tester, évidemment, avant que ça parte en développement. Il me reste 1 minute, trop bien, j'ai une seule slide longue à décrire. Alors, nous, on utilise un process qui est très classique, je pense que vous le voyez à toutes les presses, j'assume complètement de le remettre encore dans un événement produit. On utilise le process en diamant. Mais là, je vous donne un exemple concret. Donc Michel, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est notre persona, un de notre persona transporteur. Michel, on avait très très envie qu'il nous dise où en est sa marchandise, quand il met de la marchandise dans les camions, quelles sont les étapes de livraison. Et on avait développé toute une interface, évidemment, pas de carotte pour Michel, il n'est jamais allé sur les interfaces qu'on avait pensées pour lui, il n'a jamais rien validé. Donc quand on a commencé à travailler, on est parti d'un problème, on a besoin que nos expéditeurs puissent avoir un suivi de leurs marchandises. On a commencé à ouvrir le scope, c'est-à-dire à faire des recherches, à rencontrer des utilisateurs, à échanger avec eux, à les interviewer. À partir du moment où on a commencé à avoir des idées de solutions et à identifier quelques carottes. Là, en l'occurrence, la carotte, c'est que Michel, il va être payé. Point. En fait, les Michel, ce sont des petits transporteurs qui n'ont pas beaucoup de trésorerie. 50% de leur trésorerie, elle est dans la nature parce qu'ils ne sont jamais payés à 30 jours, comme ça devrait être légalement le cas. Et du coup, il y a beaucoup de Michel qui ferment leurs entreprises parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avancer les fonds. Donc Michel, lui, son problème majeur, c'est de récupérer l'argent à Zap. Là, on a un incentive très très fort. À partir du moment où vous lui dites « Hey Michel, si tu te connectes à notre plateforme, en 2 secondes, tu as validé les étapes de ton chargement et tu sais quoi, c'est automatique, on va te payer », je vous assure que nos chiffres d'automatisation, ils ont déjà commencé à augmenter, alors que le parcours est loin d'être optimal. Donc l'incentive, c'est vachement important. À partir du moment où on a fait tout ce travail de discovery, on a fait des tests utilisateurs avec eux, on a refait 4 fois le prototype de la même interface, donc au total, ça a pris entre l'idée initiale et le prototype final, on a mis sur la partie define à peu près 1 mois. On a passé en prod, le screenshot que vous avez là, c'est la fameuse page. On n'a jamais eu besoin de killer quoi que ce soit dedans. Là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille toujours de façon lean, donc on essaie de mettre des features en prod qui soient des MVP, pas des MVP au sens des brouillons torchés, mais des MVP au sens, mais juste les features les plus importantes. Et maintenant, on en est au stade où on commence à nous demander les idées de features pour faire évoluer cette interface-là. Donc au final, pas de retour en arrière. Et c'est 1 mois de recherche utilisateur. Si on ne les avait pas fait et qu'on avait mis en production notre première super magnifique bonne idée, en fait, on aurait juste un produit absolument pas optimal et ça nous prendrait 6 mois pour pouvoir l'améliorer. Donc, je vais y arriver. En conclusion, sexy and sexy, ça ne va rien dire en fait. Si on parle de disruption, c'est sexy. Si on parle de techno embarqué, c'est sexy. Si on parle d'expérience, tout d'un coup, ça commence à devenir vachement intéressant. Et finalement, vous pouvez prendre n'importe quel type de business. Tout dépend de ce que vous essayez de construire. À partir du moment où vous avez une plus-value et où ça fait un peu de bien à l'humanité, oui, je l'ai dit, forcément, ça devient sexy. Plutôt que de parler d'interface, peut-être que demain, les produits, les meilleures expériences, ce seront des expériences sans aucune interface. Peut-être que demain, on n'aura plus de téléphone portable pour pouvoir utiliser des apps. On a déjà trop d'applications, c'est déjà overkill. Donc peut-être que c'est plutôt l'expérience qui est le plus important. Et pour ça, les sciences humaines, c'est hyper important. Et puis pour pouvoir permettre aux équipes de bien faire ça, il n'y a pas de secret en fait. Il faut permettre aux gens de s'aligner et de bien travailler ensemble. Donc, s'il vous plaît. Il est évident que ma présence ici est totalement désintéressée.
Et j'ai fini. Oula. Merci. J'ai parlé de l'équipe où on était alignés, CDO, CPO, CTO. Le CTO ne nous a pas accompagnés parce qu'il a du travail, lui. Mais on a un super nouveau CPO qu'on a réussi à voler à Uber, donc on n'en est pas peu fiers. Mais c'est surtout une machine de guerre, ça fait 3 semaines qu'il travaille avec nous. Et pour les questions-réponses, si vous avez des questions, j'aimerais l'inviter sur scène, Benjamin Chinaud. Ça va? Ça s'est bien passé? T'as pas vomi? Non. Alors, il n'y a plus tellement de temps pour les questions, mais on va quand même en prendre 2. Alors, il y a une première question assez organisationnelle, en fait. La slide avec l'apparition du Chief Design Officer, à la fois sur le rapport avec le marketing, puisqu'il y a les brand designers qui sont sous ta responsabilité, d'une part, et la relation avec les autres membres du CODIR et le board. C'est l'apparition d'un nouveau rôle. Voilà, donc alors, je ne sais pas si ça peut être une réponse de concert, mais... C'est une question hyper pertinente parce que justement, on a eu un board évidemment, il meeting. faut que tu y répondes rapidement. Comment? Évidemment, il faut que tu y répondes de façon assez succincte. Je vais essayer. On a eu un board meeting il n'y a pas longtemps, et justement, on a un de nos investisseurs qui n'a pas très bien compris quel était mon rôle et pourquoi je faisais partie de ce top management-là, et qui justement demandait à notre founder, mais elle n'est pas là pour faire du coloriage, enfin, c'est quoi l'histoire? Et donc, septembre prochain, au prochain board, je dois aller rencontrer les investisseurs pour leur expliquer que je sers à quelque chose. Donc, évidemment, c'est une évidence pour personne, mais peut-être que tu as un mot à dire, parce que Uber est organisé. Oui, absolument. Plus sur la question du CODIR, on n'a pas demandé à l'équipe transporteur et à l'équipe expéditeur de vraiment se rassembler en une seule qui serait l'équipe commerciale pour être représentée au CODIR. Précisément parce qu'on est obsédé par nos clients et on a besoin d'avoir les 2 voix. On voit exactement la même chose de notre côté dans l'équipe tech. On a besoin d'avoir nos 3 voix parce que nos 3 voix comptent, et c'est exactement le message qu'on porte au CODIR. Et donc une dernière question. Alors pour le coup très granulaire, très spécifique, c'est sur les tests utilisateurs. Comment tu trouves de vrais utilisateurs à interviewer et qu'est-ce que tu utilises comme méthode ou comme outil pour la partie recherche utilisateur? Alors, pour les trouver, très difficile parce que nous, nos utilisateurs, ce sont des bourreaux de travail qui n'ont juste pas le temps, ou alors c'est des gens qui travaillent par exemple dans les départements facturation, donc c'est souvent la majorité du temps des femmes qui sont au 4/5e, qui font 35 heures pile. Je peux vous dire que les 35 heures, elles ont des plannings où c'est plus que rempli. Par contre, elles feront jamais une heure sup, même ne serait-ce que pour passer 15 minutes à discuter avec moi. Donc c'est difficile. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a un customer success qui est très cool. Au quotidien, il y a quand même beaucoup de relations humaines avec nos différents départements. On a des account managers chez les sales. Et donc, en fait, ce sont plutôt eux qui me font des intros. Donc, quand j'ai commencé à travailler chez Everode il y a 10 mois, j'avais beaucoup de mal à avoir ne serait-ce que 3-4 personnes pour discuter avec moi. Et j'ai créé un club utilisateur, à la fois pour les expéditeurs, les transporteurs. Et donc, à chaque fois que j'ai un premier contact avec eux et qu'ils voient qu'en fait, une interview utilisateur, c'est plutôt cool, qu'on leur demande leur avis, ils sont très contents. Enfin, c'est plutôt valorisant, ça va à l'encontre complètement de la façon de faire du produit dans le monde du transport. Donc ils sont plutôt agréablement surpris en général, et à chaque fois j'en profite pour les mettre dans le club ambassadeur, ce qui fait qu'on en a de plus en plus, et là maintenant je commence à avoir un petit pool pas mal d'utilisateurs. Après, la limite, c'est qu'on sollicite souvent les mêmes, et donc à terme ça peut être biaisé aussi. Par exemple, je suis consciente qu'il faut qu'on recoupe avec la data. C'est quelque chose qu'on fait très mal, on traque très mal, on l'utilise très mal. Donc dans notre roadmap, un des sujets, c'est qu'on veut mieux traquer de façon plus intelligente, mettre en place un système de data warehouse, se rapprocher de notre équipe BI et tout ça. Mais tout est encore très artisanal chez Everode. On est junior sur plein de choses. On est tout petit en termes de chiffres et de ressources humaines pour l'instant. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu à la mano. Et l'objectif de cette équipe, c'est exactement de pouvoir commencer à avoir des volumes beaucoup plus industriels d'ici septembre. Benjamin, tu veux rajouter un mot? Oui, je pense que être proche de ses clients, c'est essentiel. Et
et mon expérience chez Uber en témoigne. Si vous n'êtes pas proche de vos clients, vous allez dans le mur, et on a passé littéralement 2 ans à être dans le mur. Et ça fait mal. Typiquement chez Uber, on conduisait. C'est comme ça qu'on a réappris à connaître nos utilisateurs. Ah ouais, conduire, c'est chiant. Donc là, je pense que je vais partir conduire un camion, parce que c'est comme ça qu'on deviendra encore meilleur. Ok, bah merci à vous. Bonne route chez Merci. Everroad.